Giguère. Bonjour, Jean-François Gérard. Bonjour. Bonjour, Alexandre Angevin. Bonjour, Jean-François Gérard. Bonjour, Alexandre Angevin. Ouais. Bonjour, Alexandre Angevin. Bonjour, je suis Alexa, je suis gardienne du temps. Je vais donner des instructions concernant le temps dans votre speech. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts qu'une équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de temps se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Avez-vous besoin que je les dise en anglais? Non, c'est beau. Non? Parfait. Alors, bonne chance. Bonjour, mon nom est Michael Carouf, je suis conseiller chez Gestion MD. Bonjour, je suis Marc-André Philippe, trader chez Gestion MD. Bonjour, moi c'est Éric Duchesne, puis je suis aussi trader chez Gestion MD. Tout d'abord, bonjour. Merci de vous être déplacés aussi aujourd'hui. D'ailleurs, notre présence ici aujourd'hui est vraiment de vous conseiller pour une prise de risque avisée dans la gestion du portefeuille de M. Havard, puis aussi de vous éclairer quant aux interrogations que vous aviez par rapport au marché financier. Donc, mon équipe, Frédéric Vézina-Giguère, puis Jean-François, juste ici. Le plan de la présentation aujourd'hui, ça va vraiment y aller avec la présentation des notions financières qui étaient présentes, aussi d'expliquer les événements quant à Donald Trump puis Volkswagen, puis dernièrement, de vous conseiller pour les investissements de M. Havard qui nous étaient présentés. Donc, premièrement, on va commencer avec les notions financières. Tout d'abord, les notions financières, ici on va vous parler des efficiences du marché. Les efficiences du marché, c'est la théorie de M. Eugène Fama qui a été... Sa théorie a sorti en 1965. Donc, M. Fama, dans sa thèse, il y avait trois formes d'efficience de marché. Il y avait tout d'abord la weak form, la semi-strong form et la strong form. Fait important à noter, c'est que la strong form inclut aussi la weak form et la semi-strong form, et la semi-strong form implique aussi parallèlement la weak form. Donc, dans la weak form, c'est que le cours de l'action est basé sur l'historique des prix. Donc, un investisseur ne peut pas trancher en fonction de l'historique des prix puisqu'ils sont déjà inclus dans le prix. Il ne peut pas prévoir le futur en fonction de ce qui s'est passé auparavant. Dans la semi-strong form, toutes les informations publiques sont déjà incluses dans le prix. Ici, on parle, mettons, des dividendes ou des fusions-acquisitions, toutes les nouvelles qui sortent. Quand une nouvelle sort, le prix est supposé de varier en fonction de la nouvelle, justement. C'est observable, ça s'observe lorsqu'on a une variation instantanée du prix. Et la strong form, ici, c'est que toute l'information publique, l'information privée est justement reflétée dans le prix. Il n'y a aucun délit d'initié possible et il n'y a aucun rendement qui est possible puisque justement l'information est complètement dans le prix. Les limites de cette théorie-là, c'est que ça n'explique pas nécessairement les bulles spéculatives. On a vu en 2008 qu'il y a quand même eu des bulles spéculatives. Si les marchés avaient été efficients à 100%, ça n'aurait probablement pas arrivé. Aussi, cette théorie est très difficile à tester empiriquement et les investisseurs ne sont pas nécessairement toujours rationnels. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on pense de ça? Qu'est-ce que sont les marchés aujourd'hui? On croit qu'ils se situent entre la semi-strong form et la strong form, puisque l'information privée n'est pas totalement disponible. On sait encore qu'il y a des délits d'initiés qui sont possibles, et il y a des coûts de transaction et d'imposition qui peuvent rendre les marchés complètement efficients, puisque nécessairement, quand une action verse un dividende, on s'attend que le prix de l'action baisse du montant total de ce dividende-là, mais vu qu'il y a de l'imposition et qu'il y a des coûts de transaction, bien, souvent le prix ne varie pas complètement de 1 $, par exemple, si le dividende était 1 $. Donc, ça diminue l'efficience des marchés. Alors, on va maintenant poursuivre avec les biais comportementaux qui nous étaient demandés d'évaluer. Donc, pour ce qui est des travers psychologiques, on remarque 4 principaux travers, donc l'erreur de prévision, l'excès de confiance, le conservatisme et l'extrapolation. Donc, pour l'erreur de prévision, les gestionnaires ont tendance à surpondérer les événements récents. Donc, ça a pour cause d'expliquer, dans le fond, les forts ratios coûts-bénéfices qu'ils peuvent avoir sur le marché, puisqu'on ne vient pas pondérer d'une manière juste les événements antérieurs. Donc, on vient accorder une importance plus importante aux événements récents, ce qui vient expliquer la variation du coût-bénéfice. Ensuite, l'excès de confiance. Les investisseurs ont tendance à surestimer la précision de leurs anticipations.
Donc, ils ne viennent pas ici prendre en considération qu'ils font peut-être des mauvaises anticipations quant au mouvement de taux, l'appréciation de certaines devises aussi. Donc, on remarque aussi que seuls 10% des fonds mutuels sont de type passif. Donc, les gens ont vraiment confiance en leur gestion active et ça peut amener de piètres performances et de mauvaises anticipations de marché. Au niveau du conservatisme, les investisseurs sont en moyenne trop lents à réviser leurs anticipations. Donc, ils ne viennent pas prendre en considération les changements macroéconomiques ou les variations des marchés. Donc, ça vient aussi faire en sorte que le prix ne reflète pas nécessairement 100% de l'information d'une entreprise en particulier. Donc, ça peut expliquer aussi l'effet de momentum. Finalement, au niveau de l'extrapolation, les investisseurs forment leurs anticipations en se basant sur un petit nombre de situations. Donc, statistiquement parlant, on n'a pas un échantillon représentatif de la population en entier. Donc, ça vient aussi expliquer des divergences sur les marchés. Maintenant, pour les biais comportementaux, il y a la théorie des perspectives qui nous dit que les investisseurs sont averses au risque pour les gains espérés, mais preneurs de risque pour les pertes espérées. Alors que la majorité des théories financières nous disent que la courbe d'utilité est toujours croissante. Ici, on remarque qu'il y a un point d'inflexion dans la courbe d'utilité. Donc, ça fait en sorte que c'est peut-être pas bien représenté au niveau des modèles financiers qu'on connaît aujourd'hui. Pour ce qui est de la minimisation des regrets, on se blâme plus facilement pour une piètre performance quand on prend des décisions qui sont plus audacieuses ou moins conventionnelles. Donc, ça peut venir expliquer l'effet de taille et de la boucle sur le market value, parce que souvent, quand on a des plus grandes entreprises, elles sont souvent moins risquées. Donc, on ne considère pas que notre prise de risque est importante, tandis que quand on vient faire des décisions d'investissement dans des small cap ou des penny stocks, on peut venir accorder une moins grande importance aux pertes qu'on peut faire quand on fait des investissements dans ce type d'entreprise. Pour le herding, donc c'est la tendance des investisseurs et gestionnaires de fonds à privilégier les investissements à proximité. Donc, on ne vient pas tirer profit de 100% de la diversification possible parce qu'on a tendance à investir dans des entreprises qui sont près de nous, locales. On limite souvent les marchés émergents et internationaux. Et finalement, le M-carring, c'est la tendance à cesser de mettre à jour les anticipations de rendement et ça ne reflète pas l'information disponible. Donc, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas inclure les nouvelles informations macroéconomiques dans le pricing des entreprises. Donc, nos estimations sont peut-être biaisées parce qu'on ne prend pas le temps de faire ces révisions-là. Donc, globalement, pour avoir un impact sur le prix du marché, les biais comportementaux doivent être impossibles à exploiter par les arbitrageurs. Donc, il ne faut pas être en mesure de les anticiper. Le prix d'un titre donc, ne converge pas rapidement vers sa valeur intrinsèque. Pour exploiter ces anomalies-là, il faut faire des ventes à découvert et il faut nécessairement ne pas négliger l'impact des biais comportementaux sur les marchés, puisque, on le sait, les prix reflètent souvent les anticipations de tous les investisseurs. Donc, il faut les prendre en considération et il faut les connaître aussi. Par la suite, il y avait deux événements que vous nous avez demandé d'expliquer. Premièrement, il y avait l'ascension de Donald Trump et aussi la croissance du Dow Jones qui a vraiment surperformé dans la dernière année. Premièrement, la composition du Dow Jones en ce moment, c'est quoi? C'est vraiment composé des titres les plus significatifs. Au début, c'était 37, ça a passé à 51 titres. Aussi, les pondérations dans l'indice, cet indice-là est pondéré selon la valeur de l'action, contrairement à la capitalisation boursière comme le S&P 500. Par la suite, le type d'entreprise qui le compose, c'est vraiment basé sur des firmes industrielles. Voilà qui est le point important dans la nouvelle. Toutes les entreprises sont situées aux États-Unis, puis sont toutes cotées sur les marchés américains, que ce soit le Nasdaq, puis aussi le New York Stock Exchange. Bon, les mouvements significatifs qu'il y a eu à la baisse dans l'année 2016, ça a été en juillet 2016, premièrement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a été quand Trump a été élu président du Grand Old Party, c'est-à-dire le Parti républicain. Il y a eu quand même une importante volatilité sur les marchés. Par la suite, il y a aussi, en 2016, on a remarqué que Trump a été élu comme président des États-Unis d'Amérique, bien sûr. On a pu d'ailleurs en prendre la certitude. Par la suite, ça inclut justement une incertitude dans la nuit lorsqu'il y a eu les élections, notamment sur les marchés au Japon, où la bourse a vraiment perdu beaucoup de points. Qu'est-ce qui a provoqué justement la hausse de l'indice boursier du Dow Jones? Vraiment, pourquoi? Premièrement, Donald Trump et son parti républicain ont été élus majoritairement avec son Sénat. Donc, il y a encore plus de pouvoir qu'Obama. Il peut passer plus facilement des politiques et des nouvelles lois qui peuvent être favorables justement aux compagnies privées. Aussi, il promettait
découpure dans les impôts, donc un revenu discrétionnaire plus important pour les ménages, donc investir, faire des plus grands investissements dans le marché. Puis aussi, il promettait des investissements importants dans les infrastructures. Avec ces politiques très protectionnistes-là, ça favorise vraiment l'industrie locale. Puis comme on l'a dit, le Dow Jones est composé de firmes industrielles. Puis il voulait vraiment favoriser le capitalisme. Puis il voulait créer des emplois dans la classe ouvrière, ce qui allait vraiment favoriser le développement du Dow Jones. Pour ce qui est de la baisse aussi de l'indice, ça peut être propagé justement quand il y a eu en juillet 2016 puis aussi en novembre 2016, c'est qu'il y a peu de personnes vraiment à l'international qui s'identifient à cette personne-là. Puis sa vision entraîne vraiment de l'incertitude dans les marchés. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Par la suite, il y a aussi le scandale de Volkswagen l'année passée. Pour vous mettre en situation, vraiment, Volkswagen a mis en marché des voitures qui ne correspondaient pas aux normes d'émissions de pollution, même si le management était conscient. Donc, ils ont mis en marché des voitures qui ne répondaient pas aux normes d'émissions. Puis, ils ont produit ces voitures-là au diesel, notamment, qui ne correspondaient pas aux normes environnementales, justement aux États-Unis et au Canada. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une grosse impact sur le cours de leur action, comme c'était possible de le voir. L'Agence américaine de protection de l'environnement a découvert ces véhicules-là qui émettaient trop d'émissions sur l'environnement et c'était vraiment néfaste pour l'environnement. Donc, il y a eu un rappel justement de ces véhicules-là qui étaient non réglementaires, puis ça a entraîné une perte jusqu'à 18 millions de dollars. 18 millions de dollars, c'est quand même une somme qui est très importante. Puis ça a entraîné une chute assez importante de l'action et du titre de Volkswagen. Pourquoi? Justement, une diminution du bénéfice net, moins de bénéfices pour l'entreprise, ils ont moins de revenus justement pour verser des dividendes, donc moins bonnes attentes envers les investisseurs. Il y a eu une perte de confiance notamment pour cette entreprise-là parce que les investisseurs sur leur marché avaient quand même une certaine réfraction quant à aller investir dans Volkswagen. Donc, il y a eu une offre excédentaire au niveau de l'offre de l'action pour une demande qui était moindre, donc c'est sûr que ça va entraîner une diminution de l'action. Pour pallier justement un peu à la situation précaire de Volkswagen, ils ont obligé en quelque sorte la démission du président Martin Wintercombe, puis après justement ce scandale-là, l'action a continué d'augmenter un petit peu, mais jamais à son niveau qu'elle est actuellement, qu'elle était préalablement. Par la suite, on va continuer avec la politique de placement pour M. Havard. Alors maintenant qu'on a expliqué les différentes notions financières qui vous causaient problème et qu'on a expliqué aussi les deux événements qui sont survenus en 2016 de manière financière, on va maintenant poursuivre avec le placement de votre 50 millions de dollars que vous avez gagné à la loterie. Donc, on va établir votre processus d'investissement en faisant premièrement une politique de placement, la manière qu'on fait l'allocation des actifs, la sélection des titres, la révision et l'évaluation de la performance du fonds. Donc, on évalue vos besoins de retraite à 1 500 000 $ par année, compte tenu du fait que vous avez acheté une maison et une voiture de luxe et que vous avez gagné aussi un gros montant à la loterie. Donc, on voulait s'assurer que vous aviez un bon revenu de retraite, donc 1 500 000 nous semblait juste. Par la suite, on a pondéré votre portefeuille obligataire, on va y revenir plus tard, de la manière suivante. On a aussi estimé le taux de rendement de votre fonds à 7 %, on va aussi revenir plus tard. On a estimé l'inflation à 2 %, et on va changer. Donc, l'horizon de placement, 30 ans. Donc, selon nous, selon l'étape de mortalité, c'est le temps que vous allez jouir de votre retraite. Pour l'utilisation des produits dérivés, on les utilise. Vous avez le droit, on accepte de les mettre dans le fonds. La performance attendue, la méthode de calcul, donc c'est vraiment de combler les décaissements de retraite et de répondre aux attentes aussi que vous avez face au rendement. Le portefeuille de référence, donc, sont les suivants, puisqu'on va faire des investissements sur différents marchés. La tolérance au risque est moyenne. Donc, pourquoi moyenne? Normalement, quand on est à la retraite, c'est une tolérance faible au risque. Étant donné que vous avez un fort actif, on parle de 50 millions, vous pouvez aller vers des investissements qui vont générer un petit peu plus de rendement, puis augmenter un petit peu aussi le risque que vous allez prendre. La restriction sur les ventes à découvert, donc nécessairement, on n'en fera pas. La révision du portefeuille va se faire annuellement ou lors d'événements extraordinaires. Et l'encaisse à conserver, tantôt, il n'y en a pas. On va vous montrer plus tard qu'on est capable d'auto-gérer votre fonds sans problème. Donc, la pondération optimale, selon nous, est de 60% en actions et 40% en obligations. Cette pondération-là est aussi expliquée par le fait que vous avez une meilleure tolérance au risque puisque c'est un très gros actif.
Donc, normalement, lors de la retraite, c'est le contraire, sauf que nous, on a jugé pertinent que vous investissiez un petit peu plus en actions. Donc, on a choisi 3 obligations, donc de différents taux de coupon et tous à rendement à l'échéance de 2 % avec différentes échéances aussi. Puis on les a pondérés de manière équipondérée en fonction de leur valeur actuelle. Ce qui nous fait environ 40 % en obligations. Pour ce qui est du portefeuille d'actions, on a pondéré de manière comme ça. Donc, les actions canadiennes et américaines vont représenter 70 % du portefeuille ensemble, international 25 %, marché émergent 9 %. Les indices de référence qui vont être utilisés sont les suivants, donc le S&P/TSX 60 pour les actions américaines, S&P 500 pour les actions américaines, international Dow Jones Global Index et les marchés émergents, le MSCI Global Emerging Market. Vraiment, ici, on vous a vraiment proposé d'y aller avec une maximisation de la diversification de votre portefeuille, c'est-à-dire avec environ 30 titres. On voulait vraiment maximiser votre potentiel de diversification en allant sur 4 marchés, c'est-à-dire canadien, américain, international puis émergent. Qu'est-ce que ça permet vraiment graphiquement, la diversification? Si on regarde ici, on a pris des rendements, c'est-à-dire depuis les années 2000, puis on a pondéré un portefeuille selon un indice de marché émergent, un indice de marché international, canadien, puis aussi américain. On a pondéré 40-40-10-10 pour un total de 100 %. Puis on a remarqué justement qu'il y a beaucoup moins de volatilité au niveau du portefeuille qui est pondéré. Puis aussi, on obtient quand même un très bon rendement. C'est sûr que ce n'est pas lui qui obtient le meilleur rendement, mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi en chiffres à la prochaine acétate, c'est que le portefeuille pondéré offre un rendement de 7,18 %, ce qui est quand même très bon, pour aussi un écart type annuel de 9,43 %. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'écart type et beaucoup moins de volatilité lorsqu'on prend un portefeuille qui est pondéré avec justement quand on s'identifie à des marchés émergents, marchés américains, canadiens et tout. Donc, on a un meilleur ratio de chart et on est capable d'avoir un meilleur compromis risque-rendement. Ce qui est très bien, c'est d'ailleurs justement pourquoi on vous a conseillé vraiment d'y aller avec la diversification pour vous permettre d'avoir un portefeuille qui maximise le risque et le rendement de celui-ci. Pour ce qui est de la politique au niveau de la révision du portefeuille, donc les bornes de repondération vont être lors s'il y a des événements extraordinaires qui font en sorte que la classe d'actifs obligataires devient supérieure à plus ou moins 10 % que notre allocation initiale, ou annuellement comme prévu. Donc, on vous a mis un exemple lorsqu'on devrait repondérer, c'est si on anticipe une forte hausse des taux d'intérêt. Donc, on viendrait réduire la durée du portefeuille obligataire en prenant des obligations à plus faible durée. Donc, on viendrait disposer de nos obligations à longue échéance pour aller maximiser la convexité et la durée du portefeuille pour diminuer l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Pour ce qui est de l'évaluation de la performance, donc on va y aller aussi en fonction de vos besoins de revenus. Si jamais vous voulez plus d'argent, on va pouvoir aussi augmenter la pondération en obligation pour augmenter le nombre de coupons pour faire un appariement. Par la suite, en fonction du benchmark, donc les 2 principaux indicateurs de performance vont être le ratio de Sharpe pour aller évaluer le risque total et le ratio de Turner pour aller chercher le risque systématique. Par la suite, on a projeté votre fonds sur 25 ans. Donc, vous remarquez en brun, en noir, c'est vos revenus de placement. Donc, on voit qu'il y a une augmentation. Puis, par la suite, c'est vos besoins en décaissement projetés sur 25 ans. Ce qu'on peut faire ressortir ici, c'est vraiment que dans 25 ans, votre fonds va avoir une valeur, de 89 millions. À ça, c'est déjà soustrait dans le fond tous les décaissements que vous allez avoir d'ici les 25 prochaines années qui ont été ajoutés. On a ajouté l'inflation de 2 %. Donc, on a majoré chaque année 1,5 million de revenus que vous voulez. Donc, maintenant, on va poursuivre avec les stratégies de couverture. Tout à l'heure, ma collègue elle disait qu'on pouvait utiliser les contrats à terme, les produits dérivés dans notre portefeuille. Eh bien, on va les utiliser et non pas pour faire de la spéculation, mais bien pour couvrir notre portefeuille. On a 2 types de risques à couvrir. Tout d'abord, on a le risque qui vient plutôt des obligations et des actions. Les obligations, la stratégie qu'on va vous proposer, c'est d'apparier les décaissements en fonction de vos besoins en capital. Et pour les actions, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vu que vous investissez à l'international, c'est qu'on va prendre des options sur les taux de change, des contrats à terme plutôt plus précisément, un future, ça va être beaucoup plus simple. Et on va aussi rebalancer le portefeuille annuellement pour aussi éviter qu'il crash trop rapidement si jamais il y a un risque de marché trop élevé.
Par la suite, je vais continuer avec la gestion des risques. Bien sûr, quand on fait de la gestion de portefeuille, il y a des risques qui sont inhérents à gérer dans le portefeuille. Premièrement, il y a le risque de crédit. Le risque de crédit, c'est quoi? C'est vraiment que la contrepartie soit incapable de répondre à son engagement. La cote de crédit des obligations est vraiment un bon indicateur à ce niveau-là. Puis bien sûr que les obligations corporatives seront toujours plus risquées que celles gouvernementales. C'est pour ça que justement, on utilise les obligations gouvernementales dans le portefeuille, mais aussi celle-ci offre un rendement qui est moins. Mais selon votre horizon de placement, c'était vraiment très bien. Par la suite aussi, un risque de liquidité. Le risque de liquidité à quel niveau? C'est au point qu'on ait de la difficulté à vendre nos actions. C'est d'ailleurs pourquoi on vous a conseillé vraiment d'y aller avec des actions au lieu des fonds négociés en bourse. Pourquoi? Parce que les fonds négociés en bourse sont vraiment moins liquides que les actions. Donc, il y a un certain risque à ce niveau-là lorsqu'il peut avoir des impacts négatifs sur les marchés. Donc, voici comment on va procéder à l'implantation et à la révision de votre fonds de manière annuelle. Ça va se répéter aussi sur les prochaines années. Par la suite, donc on avait pour mandat aujourd'hui de vous expliquer des notions financières, expliquer les événements et vous conseiller sur votre investissement. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous a permis d'aller chercher 85 millions de valeur de vos actifs dans 25 ans en considérant aussi les décaissements dont vous avez besoin. Donc, on vous remercie de votre écoute aujourd'hui. Nous sommes groupe GGL, prêts à concrétiser vos visions de retraite. Merci. Des questions? Période de questions. On ne voulait pas aller trop proche de vous. Ah, OK. Je m'excuse. Je pensais que vous vouliez nous saluer pour partir. Je ne sais pas si vous voulez commencer. Ouais. Ouais, ok. Ouais, j'avais juste ouais, j'en avais quelques-unes, mais je vais commencer par juste une pour donc un peu vous parliez tantôt là, du décalage des coupons, que c'était quelque chose que vous parliez peut-être pour une approche pour peut-être créer un revenu steady. Constant. Oui, un revenu constant, exactement. Merci. Okay, donc, pour créer un revenu constant. Donc, ça serait quoi à ce moment-là ici, une approche ici, avec une hausse de taux d'intérêt? Est-ce que c'est juste garder les coupons, devenir des coupons clipping? Ou... Ça veut dire, comme on l'a dit, lorsqu'il y a une hausse des taux d'intérêt, ça fait souvent baisser le prix des obligations. Donc, on est capable de vendre nos obligations moins chères. C'est pour ça qu'on veut des obligations qui vont avoir, premièrement, une forte convexité, qui vont avoir le moins de variation de prix, puis aussi avec la durée la plus faible. Parce que lorsqu'on a une durée qui est très élevée, justement, ça fait vraiment varier notre prix de beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on veut liquider nos positions en obligations long terme, qui ont une durée plus longue, pour vraiment avoir des obligations avec une durée qui va être moins longue, qui va avoir moins grosses variations au taux d'intérêt. OK. Ça, c'est quelque chose qui changerait avec l'âge de M. Allard? Selon le niveau d'actifs de votre fonds actuel, on ne considère pas que ça devrait changer au niveau de l'âge. Donc, on a vraiment monté votre fonds sur 25 ans. Puis, on voit qu'il est très solvable sur les 25 années. Il est rentable. Donc, non, l'âge n'affectera pas la nature de la pondération du portefeuille. OK. Au niveau de la stratégie de couverture, on a compris que bon, ça pourrait protéger pour certains risques. Est-ce qu'il y aurait un désavantage à mettre ça en place? Et qu'est-ce que vous anticipez comme résultat par rapport à cette stratégie? Qu'est-ce que ça veut dire un désavantage à utiliser une stratégie? C'est-à-dire de y aller avec une stratégie de couverture plutôt que d'investir sans cette stratégie-là. On va dire vraiment la stratégie de couverture, ça vous permet vraiment de protéger contre les baisses de marché. Donc, c'est sûr que cette stratégie-là, avec des contrats à terme, il n'y a aucune obligation à rentrer dans ce contrat-là. C'est une marge de crédit, donc ça va être réglé en settlement date à toutes les fins de journée. Mais ça vous permet vraiment une bonne couverture de risque. Et, par exemple, dans les années 2008, lorsqu'il y a eu le crash boursier, ça vous aurait permis vraiment de vous protéger contre la baisse des marchés, puis de sauver un rendement considérable sur votre portefeuille. Est-ce que ça protège seulement contre la baisse? Est-ce que ça procure quand même une certaine potentiel de rendement? Oui, c'est sûr. Mais vu qu'on est long dans notre portefeuille, c'est sûr que notre portefeuille va perdre un certain rendement. Puis par la suite, on va faire du gain sur le contrat à terme. Donc, c'est comme... Vous anticipez une perte, en fait. C'est comme compromettre du rendement, mais par contre, c'est se protéger contre les baisses du marché, bien sûr. Pour ajouter, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on n'utilise pas les stratégies pour faire du rendement, pour faire de la spéculation. C'est juste au cas où que le portefeuille
crash, les marchés crash, parce que notre risque idiosyncratique, on le diversifie quand même assez bien. C'est plus le risque de marché, le risque systématique, qui va être moins bien diversifié. Donc, c'est pour ça qu'on y va court dans des futures. Ouais. Est-ce que vous auriez effectué une couverture sur l'ensemble du portefeuille des actions ou sur une partie? Par exemple, comme on l'a dit, on investit dans des actions canadiennes, américaines, marché émergent, puis aussi internationales. Mais le but, ça serait vraiment de prendre une position courte dans le contrat future, dans les indices boursiers qui étaient notre benchmark. Par exemple, on était long dans le portefeuille d'actions canadiennes, on prend une position courte dans le benchmark canadien, qui est exemple le S&P TSX 60. Puis le même procédé pour les actions américaines, S&P 500, puis aussi pour notre benchmark des actions internationales et marchés émergents. Ça répond à ma question, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il en reste plus long. Merci beaucoup. Merci.